Un accord est-il enfin en vue à la conférence pour le climat? Un projet final va être présenté aux parties ce matin. Laurent Fabius a mis en garde les pays engagés. La Suisse, toujours en alerte. 2 hommes auraient été arrêtés à Genève. Des traces d'explosifs trouvées dans leur véhicule annoncent de la télé publique. Et puis Michel Platini reste suspendu par la FIFA. Il le sera certainement pour plusieurs années. Déclaration du porte-parole de la commission d'éthique. L'intéressé dénonce un simulacre de procédure. Bonjour et bienvenue sur France 24. La conférence sur le climat serait-elle sur le point d'aboutir? Le projet d'accord a été finalisé. Laurent Fabius va le présenter ce matin à 10h30 GMT, 11h30 heure de Paris. Les précisions de Valériane Gauthier. L'heure tourne, mais rien ni personne ne semble capable d'entamer l'optimisme de Laurent Fabius et Ban Ki-moon. On ne retrouvera jamais un momentum, comme on dit, aussi favorable qu'à Paris. Mais maintenant, la responsabilité, elle appartient aux ministres, au pluriel, et j'espère que chacun aura à cœur de prendre ses responsabilités, de saisir à la fois sa chance, puisque l'accord sera positif pour chaque pays, mais aussi de permettre la chance du monde entier, puisque l'accord qui sera présenté, son but ultime, c'est de permettre tout simplement à l'humanité de vivre décemment. Je suis convaincu et confiant que les négociateurs, les partis pourront adopter un accord. Les tractations se sont accélérées vendredi pour garantir l'adoption d'un accord mondial contre le réchauffement climatique à l'issue de 12 jours de négociations marathon. Il y a vraiment un texte qui a été proposé par la présidence, mais qui contient encore des crochets, donc qui n'est pas la version finale, et qui pousse vraiment les États à montrer quelles sont leurs lignes rouges, quelles sont les lignes pour eux à ne pas dépasser. Ces lignes rouges concernent surtout les financements et la différenciation, soit la répartition des efforts entre les pays développés et en développement. Reste aussi à obtenir un consensus sur l'ambition de l'accord. La formule actuellement retenue évoque un double objectif, limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 degré. C'est une formule très ambitieuse. D'ailleurs, ça a fait réagir les pays qui veulent le moins d'avancer, comme l'Arabie Saoudite. C'est très bien comme objectif. Maintenant, ça veut dire, si on se donne cet objectif-là, si le monde se donne cet objectif-là, qu'il faut accélérer les efforts vers la transition énergétique et climatique. Et pour aller dans cette direction, l'accord intègre le principe d'une révision obligatoire des objectifs nationaux tous les 5 ans. Mais la date de la première révision est fixée à 2025, beaucoup trop tard selon les ONG. En Arabie Saoudite, les femmes ne pourront pas conduire pour se rendre aux urnes, mais elles vont pouvoir voter pour la première fois ce samedi. L'élection vise à désigner les membres des conseils municipaux du royaume. Il y a aussi des candidates. 900 femmes se sont présentées. En 2013, le roi Abdallah avait déjà nommé des femmes au Majlis al-Shura, un conseil consultatif. Les talibans ont frappé en plein centre de Kaboul. Un policier espagnol a été tué. Il y a au moins 6 blessés. L'attaque a eu lieu près de l'ambassade d'Espagne. Elle a pris fin tôt ce matin. Tous les talibans ont été tués. Inès Olagaray. Le périmètre a été bouclé et les forces de l'ordre afghane patrouillent désormais dans le noir le plus complet. Il y a eu une explosion à la voiture piégée. Nous avons coupé l'électricité dans la zone. Nos forces spéciales sont entraînées pour les opérations de nuit. Une voiture piégée a explosé à proximité de l'ambassade d'Espagne, dans le quartier de Sherpour, en plein cœur de la capitale afghane, là où se trouvent de nombreuses ambassades et ONG étrangères. J'étais dans mon magasin quand il y a eu l'explosion. J'ai cru que c'était une bonbonne de gaz et puis j'ai vu toute la poussière qui est arrivée. Je ne sais pas où ça s'est produit, mais j'ai vu 2 blessés. Après l'explosion, une fusillade a éclaté. D'après le Premier ministre espagnol, l'ambassade n'était pas directement ciblée. L'attaque ne visait pas notre ambassade. Au moment où je vous parle, nous avons fait évacuer toutes les personnes qui travaillaient à l'ambassade d'Espagne en Afghanistan. Les talibans ont revendiqué l'attentat. Ils affirment qu'ils ciblaient une pension située juste à côté
et fréquenté par une clientèle étrangère. Et pour être tout à fait complet, on apprend que 4 policiers afghans ont également trouvé la mort dans cette attaque. 2 ressortissants syriens auraient été arrêtés à Genève. Des traces d'explosifs détectées, c'est ce qu'annonce la télévision publique suisse. Genève est en alerte renforcée en raison d'une menace djihadiste. La correspondance de Catherine Fiancorn-Bokonga. Les dernières informations dont on dispose, c'est effectivement que 2 personnes auraient été arrêtées, je pose ça au conditionnel, des personnes d'origine syrienne. Leur véhicule aurait été fouillé, on aurait trouvé des traces d'explosifs, non seulement dans leur véhicule, mais apparemment sur ces personnes. Il circule également un autre bruit. Il semblerait même que ces personnes ne soient pas au nombre de 2, mais de 3. On parle également un projet d'attentat qui aurait pu être planifié pour un endroit, un lieu dans Genève. Mais naturellement, absolument rien, comme vous l'avez dit précédemment, n'a été confirmé. J'ai essayé de joindre le ministère public, c'est-à-dire la justice. Il semblerait qu'une procédure ait été entamée, donc personne ne veut confirmer ou infirmer les informations que vous avez données. Et effectivement, ces gens auraient aussi été arrêtés à Genève, mais on ne sait pas très bien si c'est au centre de Genève ou sur une route qui mène en France voisine, en Haute-Savoie, sur la route de Thonon, durant l'après-midi, parce que cette route a été bloquée par les autorités policières pendant plusieurs heures. Pour le moment, c'est le flou le plus total. Toutes les informations qui sont données naturellement au conditionnel. L'Irak veut déposer une plainte contre la Turquie à l'ONU. Ankara poursuit son déploiement en Irak contre l'organisation de l'État islamique. Bagdad a donc demandé des précisions à la Turquie avant d'en référer au Conseil de sécurité. Florence Tomaso. Entre Bagdad et Ankara, le courant ne passe plus vraiment. Depuis le 13 novembre, le gouvernement irakien demande à la Turquie de retirer ses troupes déployées sur son sol. Quelques centaines de militaires qui ont quitté Istanbul, direction la région de Mossoul, avec pour mission de former les combattants irakiens sunnites et les peshmerga au combat contre les djihadistes. La plus haute autorité chiite d'Irak dénonce une entrée illégale, inacceptable. Nous avons exprimé notre désir de coopérer contre le terrorisme. Notre volonté de coopération ne signifie pas que nous autorisons la présence des forces militaires turques en Irak, sans notre consentement. Selon Bagdad, la Turquie n'a pas signé avec elle d'accord pour ce déploiement. Ankara réfute ces déclarations et affirme que plusieurs entrevues ont eu lieu ce jeudi et ce vendredi entre les ministres concernés. Pour la Turquie, pas question donc d'envisager un retrait. Ces troupes ne sont pas là pour faire la guerre. Nous ne retirerons pas nos troupes. Nous sommes déterminés à poursuivre le processus de formation, mais nous allons le faire avec la compréhension mutuelle. Nous n'avons pas envoyé de troupes dans la région pour combattre, mais nous envoyons des renforts pour protéger nos soldats qui entraînent les combattants irakiens. Dans un souci d'apaisement, la Turquie promet de ne pas augmenter ses effectifs sur le terrain. Insuffisant pour l'Irak qui cherche maintenant à obtenir une condamnation de la part du Conseil de sécurité. Une extrême fermeté, voilà ce qu'a demandé Vladimir Poutine à l'armée russe face à toute force qui la menacerait en Syrie. Le président russe a affirmé que Moscou fournissait un soutien aux rebelles de l'armée syrienne libre. Précision du Kremlin dans la soirée de vendredi, Moscou fournit des armes aux autorités légitimes de la Syrie. Vladimir Poutine s'est posé ce vendredi en chef de guerre. Dans un discours offensif, il a demandé aux soldats russes de se défendre en cas d'agression dans le ciel syrien. J'ordonne aux militaires d'agir avec une extrême fermeté. Toute cible menaçant les unités russes ou nos infrastructures au sol sera détruite immédiatement. À aucun moment, le président russe n'a mentionné précisément la Turquie. Les relations entre les deux pays se sont tendues depuis qu'Ankara a fait abattre le mois dernier un avion de chasse russe qui, selon elle, volait dans son espace aérien, une version que Moscou a toujours niée. Dans son discours, Vladimir Poutine a ensuite évoqué les extrémistes en Syrie, les présentant comme une menace directe pour son pays. À la demande de son allié, le président syrien Bachar al-Assad, Moscou a donc commencé à bombarder la Syrie en septembre. Des frappes sévèrement critiquées par la coalition qui a accusé la Russie de viser les groupes rebelles modérés
et non les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Mais la donne semble avoir changé. Le président russe annonce que son armée soutient maintenant l'armée syrienne libre en lui fournissant un appui aérien, des armes et des munitions. Si cette annonce était confirmée sur le terrain, elle marquerait un nouveau départ pour Moscou dans le conflit syrien. La crise au Burundi a atteint un nouveau sommet. 3 camps militaires ont été attaqués, 2 dans la capitale Bujumbura et 1 en province. Au moins 12 assaillants ont été tués. Ce sont les affrontements les plus intenses dans le pays depuis la tentative de coup d'État en mai dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les attaques et appelé au calme. Shirley Sidbon. Les habitants de Bujumbura se mettent à l'abri. Plusieurs heures après les attaques sur 3 positions militaires, dont 2 dans la capitale, les tirs continuent. Toute la journée de vendredi, la Croix-Rouge tente de venir en aide aux blessés, sans succès. Lorsqu'elle est enfin autorisée à se rendre dans les zones touchées, le danger est tel qu'elle doit y renoncer. La Croix-Rouge burundaise nous a informé de différents quartiers dans lesquels se trouvent des blessés et des morts. On appelle bien sûr les autorités, mais bien sûr aussi les personnes impliquées dans cette violence, à permettre à la Croix-Rouge de pouvoir accéder à ces personnes, aux blessés et aux victimes, et de pouvoir leur prodiguer les premiers soins et, le cas échéant, les transporter dans les centres de soins les plus proches. Les violences de cette semaine sont les plus intenses depuis le coup d'État manqué au mois de mai. La tension croît au Burundi depuis 8 mois lorsque le président Nkurunziza a décidé de se présenter pour un 3e mandat. Le président gagne le scrutin l'été dernier, mais de nombreuses voix s'élèvent contre son élection. Au Burundi, un président ne peut être élu que 2 fois. Réponse de Pierre Nkurunziza, il n'a été choisi par les électeurs que 2 fois. Pour sa première élection, ce sont les parlementaires qui l'ont choisi. L'ONU craint une nouvelle escalade de la violence. Selon certains, la situation pourrait s'aggraver jusqu'à la guerre civile. Le pays en a déjà connu un conflit de 12 ans qui s'est terminé en 2005. Michel Platini sera certainement suspendu pour plusieurs années. Déclaration du porte-parole de la commission d'éthique de la FIFA dans un entretien publié sur le site du journal L'Équipe. Platini a été suspendu par la FIFA à la suite d'un paiement controversé d'1,8 million d'euros. Suspension confirmée ce vendredi. L'intéressé a dénoncé un simulacre de procédure dans un communiqué. Ludovic de Foucault. C'est une mauvaise nouvelle pour Michel Platini. Le tribunal arbitral du sport a décidé de maintenir sa suspension. Les arbitres du TAS ont estimé que le maintien de cette suspension provisoire n'était pas susceptible de causer un dommage irréparable à Michel Platini pour le moment. Jusqu'au 5 janvier, Michel Platini reste suspendu. Il est donc toujours privé de ses fonctions de président de l'UEFA. Sa candidature à la présidence de la FIFA est toujours gelée. Première conséquence pour l'ancien capitaine des Bleus, il ne pourra pas présider la cérémonie de tirage au sort de l'Euro 2016 samedi soir à Paris. Un événement qui lui aurait permis d'effectuer un retour symbolique et médiatique sur le devant de la scène du football européen. Noël Le Graët, le patron du football français, est déçu. Je le regrette vivement. C'est pas un très bon signe, bien évidemment. Mais déjà au niveau du symbole, j'aurais aimé qu'il soit au tirage demain parce que vraiment il le méritait. Seul motif de satisfaction pour Michel Platini, le TAS a demandé à la FIFA de ne pas prolonger sa suspension au-delà du 5 janvier. Ce qui laisse ouverte la possibilité pour l'ancien numéro 10 de briguer la présidence de la FIFA, dont l'élection se déroulera le 26 février. Mais sur le fond de l'affaire, le combat est loin d'être fini pour Michel Platini. Le 18 décembre, il sera entendu par les juges de la FIFA. Ce sont eux qui décideront de quoi l'avenir de l'ancien joueur sera fait. Ils pourraient faire connaître leur décision le 21 décembre. C'est là que Michel Platini saura s'il est radié à vie, suspendu temporairement ou définitivement blanchi. Avant de se quitter, on revient sur le principal titre de cette édition. La conférence sur le climat espère déboucher sur un accord ce matin. Le projet finalisé va être présenté aux délégués à 10h30, temps universel, 11h30, heure de Paris. Et depuis le début de la COP21, la Tour Eiffel est illuminée par l'artiste français Yann Thomas et les architectes d'Artel. Ils proposent aux passants de produire l'énergie pour illuminer la tour et ça donne ça. Ce vendredi, des slogans ont été affichés pour encourager les participants à trouver justement un compromis. On se quitte sur ces images. L'information continue sur France 24. Prochain journal dans 15 minutes.